Alors, après avoir vécu des années dans une tour à La Défense, quel bâtiment et quel modèle pouvaient accueillir l'entreprise Engie? Il fallait passer de la verticalité d'une tour à l'horizontalité. Mais cette horizontalité ne devait pas se traduire par une tour horizontale, une barre, mais bien par un campus. Alors, on s'est posé la question de comment concevoir un campus et qu'est-ce que c'est que de concevoir un campus pour Engie. Pour définir ce qu'était un campus, on s'est rattaché à la signification étymologique du terme campus, donc à la fois un camp et à la fois un champ. On a retenu de la notion du camp l'organisation et l'ordonnancement du camp, et pour le champ, la culture, la nature. On voulait créer une liaison entre la nature et le campus, et progressivement on a commencé à parler du campus biophilique. Alors, le campus est né sous le signe de ce qu'on appelle la biophilie, à savoir que le terrain qui nous a été confié pour cette opération, c'était une ancienne usine, atelier de Peugeot Citroën. Donc, 99% imperméabilisé. Il y avait un arbre sur un terrain qui faisait à peu près 8 hectares. Donc il y avait énormément de travail pour retrouver l'esprit d'un champ, quelque chose de naturel où il y avait le vivant. Alors la biophilie, c'était notre fil conducteur. La biophilie, c'était un livre écrit par un biologiste, E.O. Wilson, aux États-Unis dans les années 80, et qui parle justement de l'amour qu'on ressent, que l'humain ressent pour la nature, notre besoin d'être en contact avec la nature. Donc pour décrire, pour trouver l'âme de ce lieu, de ce campus, de ce champ, il était question de trouver une définition de la biodiversité, comment accueillir le vivant au sein de ce terrain qui était complètement vide de tout aspect vivant avant. Steven, tu le disais, il y a l'aspect humain. C'est vrai que il y avait une volonté de l'entreprise de regrouper toutes les forces vives au sein d'un même site. Et pour nous, on se retrouvait avec, en fin de compte, l'ambition de l'architecte qui est de poser l'humain au centre du process de création architecturale, puisque l'architecture, c'est faire un abri pour les humains et dans le cas présent aussi un abri pour la biodiversité, une biodiversité riche et insoupçonnée. Alors une fois qu'on avait basé ce système du campus humain, on a commencé un peu à poser un certain nombre de thèmes autour du campus humain, concevoir autrement, mobilité, démarche écologique, diversité des usages et travailler autrement. Pour la partie concevoir autrement, il a fallu faire une agence unique. Voilà, c'était une question de faire appel à l'intelligence collective. 3 agences avec 3 cultures, 3 écritures assez différentes. On s'est dit tout de suite que le plus important, c'est de s'appuyer sur les éléments qui nous motivaient le plus, de tirer le projet vers le haut en s'appuyant sur les choses qu'on était prêt à défendre. Qualité de l'écriture architecturale, l'intégration des différents éléments, biodiversité, etc. Et qu'il fallait créer une culture spécifique autour de ce projet. Donc on a créé un plateau dans le 10e où il y avait les architectes, l'équipe projet, les ingénieurs et aussi les paysagistes base qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. Le campus humain, c'était aussi une question de mobilité. Alors, la mobilité, ça fait penser à l'urbain. On a travaillé particulièrement l'accroche urbaine était très importante pour nous. Alors, tu le disais, Steven, c'est vrai qu'initialement, le terrain était occupé par un site industriel, les usines PSA. Et ce site se développait sur 5 hectares. Alors, intervenir sur 5 hectares dans une ville dense, c'est véritablement faire un morceau de ville. Alors, ça interroge. Ça interroge sur comment on peut intégrer au mieux l'opération dans cette ville et créer ce morceau de ville. Alors, on a travaillé la couture urbaine. On a réalisé des percées visuelles à partir de la ville, à travers le campus,
On a travaillé sur des voiries en pente douce afin de remailler le quartier. Également des niveaux de sol. On a travaillé pour avoir des niveaux de sol faciles qui permettent d'ouvrir, de rallier l'ensemble du quartier. Et en fin de compte, on s'est intégré dans un métabolisme urbain. C'est-à-dire que pour nous, il était important qu'il y ait une réciprocité entre campus et ville, et la ville et le campus également. Je dirais ça, c'était l'organisation en plan. On a aussi porté notre réflexion sur la coupe. Il était important pour nous d'avoir un rapport d'échelle harmonieux avec la ville. Travailler sur des bâtiments étagés. Et donc on a travaillé sur un premier registre, un registre bas qui va venir en alignement du domaine public, et un registre haut qui lui va venir en retrait du domaine public, et ainsi être aimable vis-à-vis du piéton, c'est-à-dire ne pas créer un système de fortification du campus, mais beaucoup plus être en retrait, créer un évasement en coupe qui va permettre d'avoir aux piétons d'avoir ce sentiment d'espace. Ça, c'est la version, ce qu'on a travaillé au niveau urbain. On a également travaillé au niveau de la parcelle, au niveau du jardin, sur des cheminements. Donc justement, au cœur de ce campus, il y a la coulée verte ou le parc. On découvre, une fois que les bâtiments de l'ancienne usine, de l'ancien atelier sont enlevés, démolis, on découvre qu'il y a un sacré dénivelé entre la partie nord et la partie sud du site, à peu près l'équivalent d'un niveau et demi. Donc on essaye d'utiliser cette contrainte comme un avantage. On sait que la biodiversité aime bien les différentes pentes, les dénivelés dans un terrain. Donc on fait toute une scénographie autour de cette intégration de différentes biotopes au sein de ce parc, et les biotopes qui sont chaque fois adaptés à l'utilisation des humains. Parce qu'on sait qu'il y a quand même une ligne très très délicate entre la biophilie, ce qu'on vient de dire, l'amour pour la nature, et la biophobie, la peur des insectes, etc., et la peur des différentes espèces qui pourraient être nuisantes pour l'homme. Donc cette scénographie est dessinée pour accueillir à la fois l'homme, mais aussi tous les différents services écosystémiques qui trouvent place au sein du parc. Quand on a fait, comme Pierre disait, cet accueil de la biodiversité au niveau 4, avec ce dénivelé, ce recul au niveau R+4, on accueille une biodiversité qui est plus adaptée justement à cette proximité des travailleurs qui sont dans les bureaux. Donc, chaque espèce est identifiée, chaque espèce est analysée pour sa proximité par rapport aux humains. Ça fait que au cœur de ce campus, on a un jardin qui est plus que ce qu'on appelle chez les promoteurs parfois le jardin ou le parc. C'est quoi le terme utilisé souvent? Contemplatif, excusez-moi. La nature n'est pas là simplement pour être contemplée par les utilisateurs d'Engie, mais c'est un parc actif. Il y a différents éléments de mobilier qui sont conçus justement pour que les gens qui travaillent au sein de ce campus puissent être en contact avec les différents éléments de la nature, que ce soit les arbres, l'ombre de l'arbre, que ce soit les éléments plus sensoriels, les plantes qui ont une puissance olfactoire, ou que ce soit avec les différentes espèces qui vont venir prendre place aussi. Le campus humain, c'était aussi travailler sur la démarche écologique. Alors, on avait une volonté d'avoir une conception bioclimatique, c'est-à-dire tendre vers la neutralité carbone. Notre architecture, l'architecture bioclimatique permettait aussi de minimiser les dépenses d'énergie inutiles pour maximiser le confort des utilisateurs. On a essayé d'aller encore plus loin qu'un simple bouquet de certifications. On voulait, étant donné la localisation de ce site au cœur de l'agglomération, on voulait faire appel massivement à des techniques hors site.
on a intégré une quantité très très importante de bois, de poteaux-poutres et de dalles de plancher. Donc forcément, la notion de hors-site, de tout ce qui est préfabriqué ailleurs, et l'efficacité, la réduction en termes de nuisances pour les occupants déjà de ce quartier serait limitée par justement cette optimisation. Donc le hors-site, le bois, différents procédés et différentes options qu'on a demandé à l'entreprise d'intégrer dans leur méthode ont aidé justement à aller bien au-delà de la certification classique, sachant que le hors-site, il n'y a pas de certification pour le moment en ce qui concerne cette approche qui est tellement important à la fois pour le bilan carbone, mais aussi pour le confort des riverains autour de cet immense chantier. Donc on a intégré quand même 37 000 m² de bois. On a posé les éléments de charpente bois sur le socle qui était lui-même en béton. Donc on a vraiment une mixité en termes de matériaux, mais avec une but très très précise, c'était de limiter l'empreinte carbone de l'opération et de permettre aussi une certaine flexibilité d'usage dans l'avenir de ce site. Ça, c'était pour la partie constructive. On a aussi travaillé beaucoup sur le plan masse, travaillé sur les différentes orientations des façades. Il fallait offrir différentes orientations pour travailler les apports de chacune des orientations. Ensuite, apporter des conditions homogènes sur l'ensemble des bâtiments. On a également travaillé sur des dispositifs architecturaux fixes qui permettaient de limiter les apports solaires. Au sud, on le voit, on a travaillé sur des balcons, sur un système de balcons, sur un système de brise-soleil fixe. Également, dans le travail des façades, on a travaillé sur le ratio du plein et du vitré. Et ça nous a permis de trouver on voulait trouver le meilleur compromis entre les façades déperditives et les façades qui permettaient de travailler avec l'apport solaire, l'apport lumineux, et l'ouverture vers les vues. Les façades se travaillent également sur le point de vue, du point de vue constructif. L'ensemble des façades mis bout à bout, on arrive à peu près à 11 km de façade. Et ce principe de la préfabrication qu'on avait sur le principe du bois, des planchers, etc., on l'a reporté également sur certains modules de façade, puisqu'on avait des grands modules, des grands cadres, qui ont été assemblés, montés en usine, puis arrivés sur le chantier, et ça permettait de faciliter le chantier. C'est assez extraordinaire. Je tiens à vous dire, à vous signaler que cette photo a été prise au niveau R+4. Donc la nature est montée justement pour être le plus proche possible des collaborateurs. Ce n'est pas une question simplement de descendre au niveau rez-de-chaussée pour retrouver le jardin, mais le jardin en fait est monté. Et puis pour parler de bioclimatisme, cette présence de la nature va aussi lutter contre l'effet d'îlot de chaleur, parce que justement très très grand jardin au niveau du R+4, donc ça va contribuer justement à l'efficacité énergétique de l'ensemble. Alors l'efficacité énergétique, c'est aussi, on a travaillé sur la mixité énergétique, ça veut dire qu'au sein du campus, on retrouve à la fois un système pour l'eau chaude sanitaire, les panneaux photovoltaïques, de la géothermique, de l'alimentation, de la cogénération en biogaz. Cet ensemble était un atout pour Engie, puisque ça montrait à la fois leur savoir-faire, mais c'était également un véritable enjeu. Un enjeu pour assurer une résilience énergétique. C'est être en capacité d'être autonome énergétiquement de façon au moins ponctuelle, et c'est pouvoir s'effacer du réseau énergétique électrique national dans les cas de pic de consommation. Grâce à, je dirais, à cet ensemble de mixité, le campus arrive à être résilient. Le campus humain, c'est ensuite une diversité d'usages. Alors on disait le campus humain, le campus urbain. Il fallait pour nous multiplier les usages, multiplier les services. Une journée de collaborateur, ça ne se résume pas seulement à être à son poste de travail et à sa pause déjeuner, mais pour moi, pour nous, il fallait
vivre autre chose sur le campus. Le campus devait offrir une agilité, un mouvement, une vie quotidienne. Alors dans le campus, on retrouve 6 restaurants, mais également il y a un centre de sport varié qui va jusqu'à une grande salle d'escalade, une crèche, un cabinet médical. Et tout à l'heure, on parlait de la réciprocité campus-ville. Ce centre de sport, cette crèche et le cabinet médical est ouvert aux habitants du quartier et permet ainsi cet échange entre le campus et la ville. Pour les espaces extérieurs, il ne faut pas oublier dans le timeline de ce projet qu'on était frappé par le Covid, en pleine période de conception, en pleine phase d'études. On s'est rendu compte pendant cette phase-là l'importance de pouvoir sortir, même si le soleil n'est pas forcément là le jour J, l'importance d'avoir la possibilité de sortir et de travailler, de passer un coup de fil ou de faire une autre activité. Donc le jardin a été conçu justement comme une scénographie. J'évoquais la présence de la nature, différentes biotopes, mais on a créé toute une gamme de mobilier, d'objets, on va dire, intégrés dans le paysage qui permettent justement à cette facilité de sortir et de faire quelque chose dehors, d'être en plein contact avec la nature et de profiter justement de la présence des différents services dans les immeubles en débordant dans la nature. Donc les restaurants ont des terrasses systématiquement qui donnent sur le jardin, ainsi le sport, le crèche, etc. Chacun a son petit jardin devant la façade de la service en question. Enfin, le travailler autrement dans le campus. Donc, c'est vrai que là, on a travaillé bien sûr on a voulu centrer notre approche sur l'utilisation. Alors, on a développé, on retrouve dans le campus l'ensemble des espaces de travail flexibles, diversifiés, des salles de réunion. On peut travailler seul, en groupe, mais on a surtout voulu centrer l'expérience sur l'utilisateur. Alors, on a travaillé sur le confort olfactif, on a travaillé sur la qualité de l'air, mais je dirais ce qu'on a bien sûr développé, c'est cette notion de biophilie et le rapport avec la nature. Ça veut dire que à la fois on a un cadre, une vue dégagée, on a des volumes, mais on a toujours cette proximité avec la nature qui se traduit par le jardin au rez-de-chaussée, par les balcons et par ce grand jardin au 4e qui est en relation directe avec les espaces de travail. On a un niveau de sol qui est continu. Tout ça, c'était une volonté de rapprocher la nature de l'espace de travail. Alors, ce qui était très important aussi pour Engie, c'était le côté vitrine, la mise en valeur de leurs différents services, de leurs différentes activités. Donc, une fois entré par le hall, 3 niveaux, un grand volume, etc., il y a cette échappée visuelle vers l'intérieur, vers le cœur du campus. Il était important de décrire une sorte de scénographie pour que Engie puisse installer différents éléments pour mettre en valeur, pour faire la démonstration des différentes activités partout dans le monde et de faire en sorte que l'accueil pour les visiteurs à l'extérieur du campus soit ludique, mais aussi soit pédagogique. Qu'est-ce que fait Engie, etc. et quelle est la culture que Engie est en train d'assimiler et en train de faire évoluer au sein de l'entreprise. Et donc cette séquence d'entrée qui commence justement avec le hall, on descend d'un grand escalier très noble et on arrive justement dans ce cœur où on est capable d'accueillir un très grand nombre, quasiment la totalité des effectifs d'Engie dans cet espace qui est baigné de lumière naturelle, même si on est l'équivalent d'un niveau -2, avec une sorte de champ de blé inversé en plafond, pour reproduire un peu cet élément naturel qu'on trouve tout autour, mais cette fois avec une version inversée. Alors il est temps de conclure. C'est vrai que pour nous, c'est toujours une joie de voir les utilisateurs arriver dans un bâtiment qu'on a conçu. C'est le moment d'une transmission, et particulièrement sur le campus Engie, c'est-à-dire que toutes les composantes sont là. Maintenant, c'est aux utilisateurs de s'approprier
les usages, la vie quotidienne. Même si le campus aujourd'hui n'est pas encore tout à fait habité, parce qu'il y a un certain nombre de travaux d'aménagement dedans encore, il y a quelques semaines, Engie a fait ses vœux dans le cœur a commencé à vivre, il a commencé à battre, et je pense qu'on peut le dire à la fois pour SCO, Artbuild et Chaix et Morel, on est fiers de cette expérience, de la conception, du résultat du campus, et fiers de ce campus. Merci Pierre. Tu as évoqué le troisième architecte, je pense que ça n'a pas été évoqué, l'architecte SCO, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais voilà, on tient quand même à bien les remercier pour la collaboration qui a donné naissance à ce projet. Merci et merci à tous les deux. Vous pouvez les applaudir pour cette magnifique présentation. On a quelques minutes pour poser éventuellement quelques questions. Est-ce que vous auriez des questions à nos invités ? Peut-être une... Oui, monsieur. Normalement, vous devrez... Voilà, une demoiselle va vous apporter un micro. Juste là, premier rang. Oui, bonjour. Bravo pour cette réalisation, Bertrand Fétiveau, consultant. Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise, c'est qu'il semble qu'il y ait 4 blocs, et en fait, vous parlez aussi d'un cœur et d'une centralité. Est-ce que l'on peut vivre en fait dans un bloc pendant 200 jours et ne jamais aller dans ce cœur? Mais juste aussi 2 choses. Vous avez un peu parlé de l'air, mais comment vous avez géré ça? Ventilation naturelle, double flux ou autre? Et puis, vous avez parlé un petit peu de l'eau, mais est-ce que vous avez intégré la Réhute, puisque c'est une véritable petite ville, par rapport à ça? Merci. Merci, monsieur, pour votre question. Plusieurs questions en une. Je pense qu'il y a 3 questions. Oui, c'est ça, 3 questions. Donc, déjà, cette histoire de cœur... Le côté bloc, qu'est-ce que... Alors, le bloc, effectivement, on a 4 bâtiments en périphérie du campus. On a le jardin au centre. Et en fait, peut-être que je peux remettre le plan. En fait, on a traité à un moment un soulèvement du parc pour y glisser, un cœur. Alors, je ne peux pas le montrer, mais on voit au centre un élément blanc. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le cœur du site. C'est un élément qui est en sous-sol. Qui est enterré de façon assez conséquente pour garantir des volumes à l'intérieur. Ça pourrait sembler un peu désaxé, le cœur, quand Pierre dit que c'est le centre. Il y avait 6 bâtiments initialement prévus. Pendant le Covid, le besoin a été réduit de 136 000 m² à 94, donc on n'a pas réalisé 2 bâtiments sur les 6, donc le cœur semble un peu asymétrique en termes de son implantation organique, mais néanmoins, c'est le centre névralgique du campus. Et le cœur, il est composé d'auditorium, de salles de réunion, donc c'est vraiment le moment où l'ensemble des utilisateurs vont venir se regrouper et se rassembler pour les événements. Alors peut-être rapidement les 2 autres questions. Donc on avait sur la ventilation, ventilation naturelle. Alors on a les façades ont été conçues pour avoir de la ventilation naturelle, du free cooling la nuit. Voilà. On a un double flux et puis je n'ai pas le pourcentage du taux de perméabilisation du jardin, mais les espaces extérieurs sont responsables probablement pour l'absorption de la vaste majorité des eaux de pluie, et pour le reste, c'est stocké dans les bassins pour réinjecter, pour arroser le jardin. Réutilisation de l'eau quand même aussi. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps pour une autre question, mais n'hésitez pas à venir les retrouver après la conférence, vous en avez. Je vous propose qu'on enchaîne. Vous pouvez y aller, vous pouvez les réapplaudir.